Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Volmir Cordero, danseur, chorégraphe, enseignant, chercheur. La danse est sa maison, mais elle n'a pas de frontières. Il danse pour mieux interroger notre monde et nous dessaisir de nos convictions les plus profondes. Volmir provoque le trouble au nom de la liberté. Il interroge tout, la vie, les mots, le geste. En 2021, Volmir Cordero a reçu le prix SACD Nouveau Talent Chorégraphie. On l'écoute avec joie. Bonjour Volmir. Bonjour. Volmir, je suis ravie d'avoir ce moment avec toi, d'être en face de toi, à la scène nationale de Cergy-Pontoise, le lieu qui s'appelle Point Commun. C'est exactement ça. Artiste résident, artiste associé. Tout à fait. On va parler de toi, de ton parcours, de tes créations. On a un espace pour pouvoir converser ensemble et c'est top. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Volmir ? Je suis Volmir Cordero, chorégraphe, danseur. J'habite en France il y a 10 ans. J'aime faire de la danse, j'aime chercher, j'aime écrire. Je suis passionné pour l'écriture, soit sur le plateau, mais aussi sur le papier. Pas mal déjà. C'est beau. Ça fait beaucoup. Performeur, enseignant aussi. Tout à fait. Ça, c'est une de tes casquettes, on va en parler. Tu as créé ta propre compagnie. Oui, depuis 4 ans, Donna Volcan. Avec un nom très évocateur. Voilà. Je sais pas si on en parle maintenant ou tu reviendras là-dessus. Les deux. Tu peux commencer par en parler. Donna Volcan, oui, c'est le projet à la fois de rendre féminin le volcan et de poser des éléments qui fondent un peu ma pratique chorégraphique, qui passent par des éléments naturels comme le feu, la terre, l'air, l'explosion, la lave aussi, les cendres, des éléments qui évoquent des images qui me permettent de générer des mouvements. Donc c'est aussi partir des sensations pour voir comment la sensation active une mémoire et à travers cette mémoire, j'arrive au mouvement. Donc un artiste en éruption. Ah, j'aime beaucoup. C'est un peu ça. Dans un temps, en érosion. En érosion aussi ? Non. Aussi. Tu avais commencé par me dire que tu aimais beaucoup la danse. Bon, ça, effectivement, c'est le point de départ. Et alors, pourquoi tu danses ? Je danse pour digérer. Je pense que j'ai besoin de faire le travail de métabolisation d'une espèce de surcharge sensorielle que je traverse dans la vie, des affects qui me traversent, des choses que je lis. J'aime beaucoup lire, je lis beaucoup. Et dans tout ce que je lis qui m'affecte, j'ai besoin de traduire en mouvement. Donc je pense que la danse devient un espace de digestion, métabolisation des pensées, des affects qui parfois j'arrive vraiment pas tout à fait à comprendre. Et que le fait de le mettre en mouvement, ça me permet au moins de le retraduire, de traduire autrement. C'est pas forcément de le résoudre, ni de passer une compréhension plus lisible, mais c'est un moyen de rester dans ces matières-là et de changer leur visage. De remettre des nuances ? Des nuances beaucoup, parce que l'affect, il est plein de nuances. Et parfois, on peut rester figé sur une intensité de l'affect, une intensité du savoir. Et le mouvement, justement, il permet qu'on puisse nuancer. Et juste se rendre compte, en fait, que l'affect, il est plein de nuances, ainsi comme le mouvement. Parce que c'est jamais pareil, c'est toujours vivant, même si j'écris et j'essaie de faire la pièce toujours pareil, exactement pareil, d'un jour à l'autre, il a toute cette différence qui arrive et qui montre que ça va jamais être pareil. Imprégné de tes états ? M'imprégner de mes états, mais surtout me laisser vraiment emporter. J'aime beaucoup cette sensation cette idée de la prise qu'il y a dans le mouvement. Je me sens vraiment pris par le mouvement, alors que je suis censé le fabriquer, c'est moi qui le coordonne, c'est moi qui l'initie. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire que ça ne marche qu'au moment où je me sens totalement pris par le mouvement et en prise de ce mouvement-là.
Donc j'ai créé pour qu'il ait ces doubles mouvements qui se passent tout le long de la danse. C'est là où pour moi ça commence à marcher, le travail. C'est quand je me sens vraiment emporté. Et j'arrête d'être un corps qui fait du mouvement, mais je me laisse faire par la danse, je me laisse faire par l'écriture. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même les motivations profondes de ton mouvement d'aujourd'hui. Mais quand tu as commencé la danse, c'était pas aussi intellectualisé, j'imagine. T'étais plus dans la sensation. C'était un refuge. Ouais, j'ai commencé à danser pour me protéger d'une certaine violence. Déjà une violence dans ma famille, qui venait notamment de mon père, qui ne supportait pas mes attirances, ma manière de m'habiller, le ton de ma voix, qui avait une vraie... J'ai passé par une énorme rejet de la part de mon père et c'était l'endroit où j'ai trouvé une manière de pouvoir exister comme j'étais. Oui, j'ai commencé par le théâtre déjà, mais un théâtre où il ne pouvait pas trop parler parce que ma voix, elle n'était pas très acceptable. Donc, je faisais du théâtre physique et c'était une manière de me protéger à l'intérieur du théâtre, qui a été une manière de me rapprocher de la danse juste après. Donc, je voyais dans la danse la possibilité, en fait, d'avouer ce corps-là, un corps qui n'était vraiment pas la voix qui doit être grave ou un corps qui doit se porter d'une telle manière, mais plutôt créer une communauté où on peut vraiment faire le geste qu'on a envie de faire, qu'on peut délirer le corps, délirer l'anatomie, délirer les pensées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser. C'était vraiment pour me protéger. Et aujourd'hui, c'est toujours un refuge ? C'est toujours un refuge autrement parce que je me suis éloigné, vraiment. C'est presque 22 heures pour arriver chez mes parents aujourd'hui d'avion. Donc ça fait très loin. Donc déjà, il y a une distance que j'ai construite. Mais je me protège d'autres choses aujourd'hui. J'ai trouvé une manière d'affirmer le courage d'être comme je suis ou des choses que j'ai envie de défendre sur scène. Mais je vais me protéger beaucoup plus d'une forme de violence où je vais essayer de mâcher cette violence-là pour l'évacuer et la faire sortir de mon corps. Où je vais danser pour sauver un tout petit peu mon imaginaire, pour pas qu'il soit totalement pénétré par le capital, paniqué, par l'envie de marchandiser le corps et les émotions. Et justement, tu parles d'émotions. Quelles sont les émotions qui te traversent quand tu danses ? Il y a souvent la rage. Je me laisse beaucoup traverser par la rage. C'est un moteur assez fort. Après, j'essaie vraiment de rendre cette rage lucide pour pas qu'elle soit juste débordante et casseuse, mais qu'elle puisse générer quelque chose. Et je contraste cette rage avec une énorme volonté d'explosion qui passe par la joie, qui passe par l'exubérance, l'extravagance et par quelque chose d'irrévérent aussi. Donna Volcan. Voilà. Elle est là. Elle est là. Ouais. Le côté irrévérencieux, c'est important ? C'est très important. Parce que ça permet quoi ? Ça permet de jouer le jeu des limites. Ça permet vraiment d'élargir un tout petit peu les frontières et peut-être même défrontiériser un tout petit peu les espaces de l'imaginaire ou les autorisations, les tabous. Moi, j'aime beaucoup danser pour permettre que des choses qui sont trop en sourdine ou qui sont trop souterraines puissent se remonter un tout petit peu en surface. Mais les choses que souvent on a envie de cacher parce qu'ils ne peuvent pas parler de ça, on ne peut pas faire ce geste-là, il n'y a pas de beauté de geste à ces moments-là, ça c'est moche, ça c'est sale. Et j'aime bien justement aller provoquer un tout petit peu ces aspects que la société aime interdire au profit de faire bonne figure. Je n'aime pas danser pour faire bonne figure. Est-ce qu'on peut tout se permettre par le mouvement, par la danse ? Déjà, je pense pas que je me permets tout. Est-ce que tu te mets des limites ? Je me mets absolument des limites, ouais. Tu t'en mets ? Oui, absolument. Ah oui ? Absolument, ouais. Parce que chaque pièce, chaque projet, chaque pratique, elle décide aussi jusqu'où elle peut aller. On peut pas tout faire dans une pièce, on peut pas tout faire dans une pratique. Et c'est ça qui est passionnant. Je trouve il y a une contrainte qui va imposer une limite. Et à l'intérieur de ces limites, il y a une infinité de possibles aussi. Et c'est ça que je trouve fascinant, en fait, de trouver dans la contrainte un énorme champ de possibles. Donc déjà, je ne me permets pas tout. Et après, ce que j'adore, c'est écouter le projet, écouter la pièce, écouter la sensibilité de ces projets-là et dire, mais à un moment donné, j'arrête, moi, de créer et j'ai fait qu'écouter, c'est que le projet commence à me demander. Et donc, j'ai dit, non, mais j'aimerais aller par là, mais la pièce, elle me pose une limite. Et c'est malgré moi. Et c'est malgré moi, c'est ce que je cherche. Et c'est là où je vais commencer à sentir la prise dont je parlais tout à l'heure. C'est à ce moment-là que je me dis, bon là,
Il faut vraiment qu'on s'arrête, on va écouter la pièce. Peut-être il faut laisser tomber cette scène. Ces mouvements ne marchent plus parce que le projet commence à prendre ce sens-là. D'écouter le projet, d'écouter la création. D'écouter la création et laisser qu'elle fasse son autoposition, qu'elle se positionne aussi, qu'elle émerge comme sujet, qu'elle émerge comme entité pensante aussi. Et du coup, qu'elle m'enlève même mon pouvoir de chorégraphe. Que moi, c'est intéressant au début pour poser une idée, arriver avec une petite idée, un petit projet. Mais après, c'est ça qui est fascinant sur le plateau. Et ça commence à prendre vie, une vie propre. Mais il faut une sensibilité pour écouter et une ouverture pour se dire, voyons ce qu'on peut faire à partir de ces dialogues-là. Et ça, tu le ressens à chaque pièce, d'être finalement emporté par le flux du projet, de la création. Pour chaque pièce. Après, c'est de manière très différente. C'est selon les choix esthétiques. Mais c'est la condition pour que je fasse la première. Je ne ferai pas de première dès que je ne ressens pas qu'il y ait cette emprise. Tant qu'il n'y a pas eu la naissance, en fait. Exact. De cette sensation d'être porté. Et ça, c'est bon, là, en ce moment, tu l'as ? Exactement. C'est ce que j'ai en ce moment. Parce que c'est bientôt, c'est dans 2 jours, la première. Exactement. On va en parler. Et alors, finalement, elle te permet quoi, la danse ? Dans ta vie, dans ton rapport aux autres, dans ton rapport au monde ? Elle me permet déjà de lâcher des choses que je ne lâcherais pas ailleurs. J'ai fait des choses sur le plateau, j'ai fait des choses sur la création que c'est d'une énorme folie, c'est d'une énorme réalisation personnelle. Je m'épanouis complètement dans cet espace-là. Donc elle me permet déjà de me libérer des automatismes aussi, elle me permet de reconfigurer, elle me permet de réinventer le corps à chaque fois. C'est-à-dire que là, pour cette pièce, j'ai besoin beaucoup plus des cuisses et des yeux. Ou alors que dans une autre, j'ai besoin de la langue et de la salive, le moment précis d'avaler la salive, combien d'énergie avoir avant de commencer la pièce, quelle économie d'énergie faire. Ça réorganise totalement l'écosystème de ma vie, selon le projet, parce que j'aime beaucoup me livrer au projet entièrement. Et donc, ça me permet tout ça, ça me permet vraiment et aussi de choisir des lectures, de choisir ce que je vais aller regarder, de surtout contrôler la présence des choses banales. Quand je suis en création, j'évite regarder trop de choses, j'évite parler à trop de gens. J'aime beaucoup cette espèce de protection. On dit, là, c'est important de préserver ces temps. C'est tellement rare, en plus, d'avoir 4-5 semaines de résidence d'affilée. On peut rester dans un appartement et étudier sur un sujet et s'approfondir là-dessus. Ça me permet une concentration, une valorisation, en fait, du travail. C'est toi face à l'autre, face à la création. Exact. Et face à toute l'équipe avec qui je travaille, face au respect que j'ai aussi pour les sujets, pour les personnes qui me permettent de travailler, et aussi par rapport à une histoire, par rapport à un parcours, comment je regarde une création précédente, quels sont les résidus de cette création que je transporte vers la prochaine, des sources qui n'ont pas été suffisamment traitées, qui donc reviennent en force, en vrac. Et alors, qu'est-ce que tu cherches à dire par le mouvement ? Par le moment, je cherche à dire que je suis en combat avec ce désir d'ignorance que je ressens dans la société, dans les rapports humains. Ce désir de violence. T'as dit désir d'ignorance, c'est ça ? D'ignorance, une volonté d'être ignorant. Et cette ignorance comme une stratégie politique, c'est-à-dire qu'on fait semblant de ne pas savoir certaines choses pour se protéger d'une responsabilité sociale, politique, de transformation du monde. Je pense qu'on est totalement paumé dans une ignorance stratégique, politiquement et stratégique, parce qu'on a souvent associé le savoir avec le pouvoir, mais ne pas savoir, ça engage aussi un pouvoir. Et je pense qu'on est dominé par cette volonté de se rendre, de se faire bête, quoi, d'être dans la bêtise, dans une bêtise volue. Et toi, tu veux lever le voile de l'ignorance ? T'aimerais bien qu'on réagisse, c'est ça ? Je veux qu'on réagisse parce que je crois que ce désir d'être dans cette ignorance stratégique qui va de pair avec un désir de sécurité. Alors qu'avant, on parlait de liberté, on parlait allez, on va franchir les barrières, on va défendre le corps, les différentes possibilités d'exister comme corps dans le monde. Et aujourd'hui, je vois qu'en fait, on aime trop la sécurité. On est passionné par plus de police, par plus de criminalisation, par plus de caméras de surveillance. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'on soit de plus en plus identifiable. Parce que la sécurité, elle a besoin de certitude. Et la liberté, elle a besoin d'énigmes, elle a besoin de mystères, elle a besoin de ne pas savoir non plus. Et c'est ça qui me passionne en ce moment. C'est contraster, en tout cas, me mêler
dans cette merde, parce que je pense qu'il a une petite merde qui grandit là, qui mélange, qui fait cette confusion entre être archi-identifiable, donc être aussi traçable partout, et en même temps, comment contraster ça avec un énigme fort, quelque chose où on peut se dire, mais vous allez jamais me connaître en fait, vous allez jamais savoir exactement comment je vis, d'où je viens, pourquoi je suis là, quand est-ce que je vais partir. Je vais vous troubler en fait sur la compréhension que vous essayez d'avoir sur moi. Et c'est pour ça aussi que je danse, c'est ça qui me permet de danser. Pour rester une énigme ? Pour rester libre en fait d'une identité figée, d'une volonté essentialiste et essentialisante d'une compréhension de mon corps ou de mon existence. Évidemment que dès que je parle de ces choses-là, ça me circonscrit historiquement, ça me circonscrit intellectuellement, sensiblement, mais je ne peux pas être que ça. Et je vais défendre, je vais soutenir la possibilité d'être à la fois de ces côtés, d'être de l'autre côté, de varier. Et là, avec cette nouvelle création, avec Métropole, c'est exactement de ça que je parle. C'est-à-dire moi et mon ennemi, moi et mon combat, on a tellement de choses qui se ressemblent. C'est une ode à la liberté ? Oui, mais qui, pour arriver à la liberté, a besoin de traverser tout ce qui l'interdit. Qui a besoin vraiment de faire ce chemin-là. Et c'est ce que tu fais, toi, c'est traverser tous les interdits ? Pas tous. Pas tous, parce que je suis pas si créatif. Oh Et je pense qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas traverser l'interdit de me dire, j'ai pas envie de jouer ce jeu, de devenir la police des autres et de devenir moi-même une frontière nomade, qui est portative, collée à mon corps, parce qu'il y a des frontières très évidentes, celle des aéroports, celle de la préfecture, il y en a partout, c'est sûr, mais je n'ai pas envie que mon corps devienne lui-même une frontière et que je m'enferme envers les autres. Et je ne souhaite pas non plus que les spectateurs soient dans cette visée-là. J'aimerais bien que les gens se disent en regardant la pièce, j'ai envie de casser cette baraque que moi-même je suis en train de bâtir comme une frontière. On va revenir sur ça. Et on va revenir sur des choses un peu plus terre à terre, je suis désolée. On va parler de ta formation. Donc tu parlais du fait que tu as grandi au Brésil. Tu arrives en France, tu vas à l'université Paris 8, tu fais le CNDC d'Angers. Oui. Pourquoi le choix de ces institutions dans ton parcours ? Comment ça s'est fait ça ? Ça se fait parce que mon histoire, elle commence avec la danse de manière plus directement. Ce qui va m'amener ici, ça commence quand j'avais 14 ans. Quand je rencontre Lia Rodriguez pour la première fois, elle vient danser dans ma petite ville à Concórdia, Santa Catarina, au sud du Brésil. Je suis fasciné par son spectacle, j'ai envie de travailler avec elle et ça va avoir lieu 9 ans après. Donc quand j'avais 21 ans, je déménage à Rio et je commence à travailler avec elle. Et elle faisait notamment des tournées en France, surtout en France, en Europe. Une compagnie toujours soutenue par l'Europe, notamment par la France. Donc en 2008, je présente au CND, je présente à Jean Villard, aux Abbesses. Je découvre la France pour la première fois. Je n'avais pas forcément envie de venir en France. Je me suis jamais autorisé en fait à rêver une vie en Europe ou une carrière en tant que chorégraphe. J'aimerais surtout danser, être comédien, travailler avec des troupes. J'avais trop cette idée d'être dans une petite bande de personnes qui prend le camion avec son décor, qui va danser d'un jour à l'autre. Ça, c'était mon trip. Et je voyais beaucoup des troupes de théâtre qui débarquaient dans ma petite ville. Parcourir le monde. Parcourir le monde avec une famille, quand on arrive, on démonte et on refait, et on fait la fête, et puis on joue. C'est là où il y avait aussi cette notion du refuge, c'est-à-dire de refaire sa famille, de reconstituer le lien possible, de se sentir aimé et appartenant à une communauté, même si provisoire. Et donc après, quand je viens avec Lia, j'ai fait 3 ans de compagnie avec elle, donc 3 ans avec beaucoup de tournées en Europe. Et lors de la première année, on avait une résidence au CNDC d'Angers pendant 15 jours. Et c'est là où j'ai rencontré le projet d'Emmanuel Huynh, le master en recherche-création. Et je trouvais ça tellement formidable, tellement inédit même, de pouvoir danser, concilier la pratique avec la théorie, pouvoir aussi construire en chant avec des termes et nommer ce qu'on fait, tellement bien accompagné des artistes et des profs incroyables. J'ai dit, quand j'ai fini ce travail dans la compagnie, j'essaye ce master. Mais mon idée, c'était de faire le master et rentrer vite au Brésil et devenir prof à la fac.
J'avais ces fantasmes qui, pour exister en tant qu'artiste au Brésil, c'est pas un fantasme, je pense que c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. Pour être artiste au Brésil, il faut avoir un lien avec l'université. C'est compliqué. Après, il y a plein d'artistes qui n'ont pas de lien à l'université. Ils arrivent à se faire. Mais ma génération, il avait une espèce d'injonction qu'il fallait passer par l'université pour gagner sa vie, en faisant toujours en association avec la pédagogie. Et donc, j'ai commencé à faire mon travail. Je commençais à travailler pour d'autres chorégraphes. Et finalement, j'ai enchaîné avec un doctorat. Et mon travail a pris une ampleur totalement inconnue, inattendue, pas du tout programmée, où j'ai tâtonné au début. Je me disais, je vais pas trop chercher. Je voulais pas non plus la construire de manière volontaire. Et elle a commencé à se faire. Et elle a commencé à apparaître, un peu comme une création, un peu dans ce même rapport comme je parlais tout à l'heure. Et ça fait que je suis resté. T'es resté. Je suis resté. Et tu te découvres aussi artiste-chercheur sur la durée, en fait, avec ce besoin de théoriser, de mettre des mots, de théoriser le mouvement. Ça t'apporte quoi, tout ça ? Déjà, ça m'apporte le fait de garder un lien avec mon pays. Parce que comme je disais, ici en France, quand j'ai commencé à faire de la recherche, il y avait plein de gens qui me disaient, en France, s'il y a un chorégraphe qui fait de la recherche, c'est parce que c'est un mauvais chorégraphe. T'es sûr de vouloir faire ça ? Parce qu'ici, c'est presque mal vu de faire la recherche. Et je disais, mais non, dans mon pays, un chorégraphe, il peut faire une thèse sur son travail, sur le travail d'un autre chorégraphe. Éventuellement, il devient prof à l'université à côté du travail pratique qu'il peut aussi réaliser. Et c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Donc, c'était déjà garder un lien avec mon pays et avec la manière de réfléchir à la chorégraphie qui passe aussi par la réflexion. Les danseurs que j'étais en lien au Brésil, ils réfléchissent, ils lisent, ils théorisent, ils veulent comprendre comment ça se fait le geste. Évidemment, pas tous, je parle d'un milieu dans lequel j'ai grandi. Donc déjà, ça m'apporte aussi. Et en France, ce besoin-là Et en France, ce besoin, il est venu aussi parce que ça m'a permis, en tout cas, de comprendre ce que je faisais. C'est-à-dire que vite fait, mon premier solo Ciel, il a commencé à tourner, je commençais à avoir beaucoup de soutien. J'avais déjà la deuxième création à faire. Donc, les choses allaient vite et je voulais aussi freiner cette vitesse de la création. Et je trouvais que dans la recherche, il avait une manière de freiner pour juste faire un point et dire, attends, j'ai fait des choix esthétiques que parfois je fais de manière très inconsciente parce qu'il y a beaucoup d'inconscient dans ce qu'on fait. Donc, il faut que je prenne un petit temps pour comprendre pourquoi je fais ce choix-là. Pourquoi je rentre sur scène avec ce costume et pourquoi avec ce tonus musculaire. Pourquoi je m'arrête face au public, j'ai dit un texte, d'où ça sort. Donc, j'avais besoin juste de séparer les éléments et les étudier. Et la recherche était un autre refuge hyper important pour me dire, je ne vais pas me dépêcher de devenir un chorégraphe qui va commencer à parler de son travail avec une prétention, presque devenir pédant, comme si je savais tout. Monsieur, c'est tout. Chorégraphe, c'est tout. Tout ce que je fais, je sais. Le chorégraphe créateur ? Ouais. Non, d'abord étudier, d'abord construire une boîte à outils, la fortifier, la bien solidifier. Et la recherche, elle était pour moi toujours cette espèce d'espace de réserve dans lesquels j'ai pu circuler et prendre du recul. Et qu'est-ce que tu apprends alors à ce moment-là sur toi en faisant ça ? J'apprends que j'étais fasciné par sa dynamique de l'adresse, par exemple. Je voyais qu'il avait toujours une volonté de parler directement au public, de presque le voir, autant qu'il me voit, de le voir à la même échelle. Alors qu'ils sont dans le noir, ils sont beaucoup plus nombreux que moi tout seul sur scène. Mais j'avais ce besoin de vouloir regarder ses yeux, de savoir comment ça passait et que j'avais surtout envie de dire quelque chose que j'arrivais pas forcément à formuler. Donc c'est moins la volonté de dire, d'adresser parce que j'élaborais une phrase, parce que j'élaborais une pensée, mais c'était plus de pratiquer l'adresse pour voir si au moment donné, il a quelque chose à dire. Donc il a cette espèce de rumination souterraine d'un discours qui s'est produit d'en bas et qui a envie de monter à un moment donné pour dire. Donc mes premières pièces, elles commencent avec beaucoup de chuchotements, une espèce d'agitation, une espèce de... une mobilité un peu frénétique qui pour moi rend justice, rend évident ce désir de communication. Donc par exemple, j'ai appris beaucoup sur l'adresse, j'ai appris beaucoup sur le visage, la place qu'il avait le visage dans mes danses pour que le mouvement puisse exister. Ça, c'est caractéristique de ton travail ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé ces éléments, ces piliers, on va dire, comme l'adresse ou le rapport avec le visage, le reste du corps, une espèce d'insuffisance sémantique, une chose que j'arrive pas trop à dire avec le corps qui, du coup,
vient vers le visage pour compenser, comme avec les mains. Quand on sent qu'on n'arrive pas trop à dire, les mains commencent à danser à côté. Aussi la construction d'une figure, d'un personnage, d'un caractère qui ramène un élément très théâtral, qui va vers la cagoule, vers le masque. C'est-à-dire que j'ai passé du grimace à la cagoule, de la cagoule au masque, mais il y a quand même quelque chose qui doit se passer sur la surface du visage. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Et donc, tu enseignes aussi. J'enseigne, ouais. Et qu'est-ce que tu veux transmettre ? La première chose que j'essaie de transmettre, c'est cette rigueur entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est-à-dire comme artiste, comment est-ce qu'on organise les écarts qu'il y a entre les traductions possibles d'un dire, d'un texte qu'on écrit, d'un dossier qu'on élabore, d'un projet des pièces qu'on envisage, et comment après, je les traduis sur le plateau. Et après, c'est pas exactement des A à B, parce que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Mais comment est-ce que je suis tout le temps en train d'actualiser les configurations d'un projet ? Comment est-ce que la pratique vient contester un apport théorique qui peut-être a démarré le projet, et vice-versa. Ce qui m'intéresse, c'est d'inventer des dispositifs avec les étudiantes pour organiser un va-et-vient très nourrissant, mais qui permet toujours de dire « Attends, j'ai dit ça, est-ce que je le fais ? Est-ce qu'il faut que j'actualise mon texte ? Est-ce qu'il faut que je change ma note d'intention ? Est-ce qu'il faut que je... Parce que j'ai lu cette chose-là, ou j'ai eu un retour d'un ami. Est-ce que ça me permet alors de reconstruire complètement la scénographie de ma pièce ? Donc c'est juste laisser cette ouverture toujours là, présente, pour qu'on soit de plus en plus juste par rapport à ce qu'on dit. Trouver cette... Voir de la cohérence. De la cohérence, mais surtout éviter qu'on tombe dans la fascination des mots passeport, tu vois, des mots qui sont là et qui nous permettent en fait d'être partout parce qu'on prononce le bon mot qui est un peu à la mode. Sortir un peu de la mode aussi, trouver ta singularité, ton projet à toi. Pourtant, toi, tu aimes les mots aussi. J'aime les mots, mais justement, je les interroge. J'essaie de voir comment les mots vont pas... Je vais pas faire un pacte avec un mot juste parce qu'il est joli ou parce que tout le monde le dit en ce moment. Mais j'aime le mot parce que c'est une matière à traiter, à séparer, à décortiquer, à casser, à dire, mais non, ces mots-là, attention, ils portent malheur. Ils ne disent pas ce que j'ai envie de dire. Donc, parce que justement, les mots, ils ont une puissance sur le mouvement. Pour moi, en tout cas. Et les danseuses, on passe 2 heures à se faire des notes une fois qu'on a dansé. Et parfois, on ne refait même pas le mouvement. C'est-à-dire que juste par le dire, ça a une puissance énorme à reconfigurer la manière dans laquelle on va danser après. Donc évidemment, il faut faire attention aux mots. Dans mon univers, il y a beaucoup de danses qui ne se font pas avec des mots et qui ne passent pas par là. Mais pour moi, c'est une matière à part entière, c'est sûr. Et alors les mots que toi tu aimes me poser sur ton mouvement, sur ta manière de créer. Tout à l'heure tu m'as parlé de l'adresse, tu m'as parlé du rôle du visage. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça que tu... Le costume. Le costume, c'est très important. La figure, le déplacement, la contradiction. J'aime bien aussi le concassage. Concassage. J'aime bien concasser la matière, de la fracturer, de la diviser, ensuite la remonter. J'aime bien le mosaïque. J'aime bien aussi la saturation. Parfois, il y a encore un petit espace et je le remplis encore avec un mouvement en plus. Je sature un peu. Ensuite, il faut soustraire aussi. Soustraire. Ouais, soustraire ou... Ouais, monter. Faire le montage aussi. La composition. Comme si c'était quoi, un film ? Pour Trottoir, la pièce 2019, je la pensais comme un film. Mais c'est rare. Je pense que je vois plutôt comme un livre. Je pense que j'ai ces trucs de... Il y a un préface, il y a des chapitres, il y a des sous-chapitres, il y a des titres. J'aime beaucoup nommer justement ces choses qu'on fait souvent. On danse, nommer les matières. Ah là, on a passé du crochet, on est arrivé aux danses des couteaux. Après la danse des couteaux, je fais le chaman. Ensuite, je passe par la danse de la jupe. Ces espèces de nominations qui font vraiment une espèce de sous-titre. Je pense que ça varie. Parfois, c'est des sculptures aussi. Je la pense comme une sculpture ou comme une peinture. Et le costume alors ? Ah, le costume, c'est le noyau dur. Toujours, tu pars de ça ? Quand tu dis c'est le noyau dur, on a l'impression que c'est de ça qu'on part.
Je pense que souvent je pars de ça, alors que pour les dernières 4 pièces, c'est sûr que c'est parti de là. Pour Métropole, tout tourne autour du costume. C'est vraiment l'endroit où je génère la contrainte en fait. La contrainte pour créer. Donc c'est-à-dire que le costume, il ne vient pas juste habiller, il vient aussi forcer un geste ou interdire un geste. Il vient construire un rapport somatique. C'est-à-dire comment cette matière, que ce soit le feutre, que ce soit le collant, que ce soit le plastique, que ce soit la serviette, comment ça frotte le corps et qu'est-ce que ça génère comme intensité. Donc je n'aime pas trop danser en jogging, je n'aime pas être là avec les chaussettes. Pour moi, je dois commencer les répétitions déjà avec une matière textile. Ça, par exemple, pour Métropole, tu as tout de suite commencé avec... Tout de suite commencé. Mais le costume au départ, le point de départ, il n'était pas si abouti, j'imagine. Tu as commencé avec des matières que tu as superposées. Exactement. Mais au départ, j'avais une idée. J'ai partagé l'idée avec Clément et Date. Et ils ont fait une proposition. Et j'ai fait une semaine sans ce costume-là. Et le reste de la création, tout de suite avec le costume. Mais au départ, j'avais des espèces de couettes pour remplacer le costume qui n'était pas là. Je savais que j'allais bosser avec une cape. Vu que j'avais la cape, j'ai bossé avec une couette. Donc déjà, j'avais un objet étrange. Ça me permet vraiment de rendre... Après, c'est ça, le traitement avec le costume, il vient souvent avec l'idée de couche. C'est ce que j'appelle, que je me dis que je suis dans une phase être oignon, alors que je déteste l'oignon. Mais ça me permet de travailler avec ces couches et de garder une espèce d'intériorité. C'est-à-dire que ces costumes, il vient... C'est une carapace ? Une carapace. Qu'au fur et à mesure, se dévoile, se révèle. À chaque dévoilement, ça présente un autre caractère d'une même personne. Donc à nouveau, il a ce côté multifacette, d'une personnalité démultipliée, que le costume m'aide beaucoup à non seulement produire, mais aussi à raconter. Et à protéger le magma. Exact. En 2021, tu reçois le prix SACD du jeune talent chorégraphe. Tu es artiste associé au CND, à la Scène nationale de Cergy, à la Briqueterie. J'en oublie encore. Hein. Tu fais partie aussi des chorégraphes qui sont au Festival d'automne. Il y en a beaucoup qui t'ont confiance quand même. Tu te rends compte de ça ou pas ? Oui, c'est sûr que je suis très ravie de cet accueil. C'est ce que j'ai dit. J'ai décidé de rester ici parce que il avait tout de suite un respect et j'ai fait des rencontres incroyables, que ce soit à l'université, que ce soit dans les théâtres, avec le public, avec les étudiants. Je sens qu'aujourd'hui, j'ai construit une communauté, surtout avec les danseurs et les danseuses avec qui je travaille, qui permet en fait que je reste ici. Parce que s'il n'y avait pas ça, je n'allais pas rester ici. Je suis totalement attaché à la France du fait qu'il y a un respect, un espace de travail immense. C'est ça qui me fascine le plus d'être ici. Et tu sais pourquoi ces institutions te choisissent, ont envie d'avancer avec toi ? Je pense parce quand on se rencontre, il y a des vrais échanges en fait, qui passent par la compréhension d'un projet et d'un désir de faire, d'une volonté de faire quelque chose qui est très forte. Je pense que déjà il y a de ça. Et après c'est comment j'essaye aussi de mon côté de transmettre le combien tout ça c'est important pour moi, le combien c'est vital. Pour moi, cette chose-là, comme je disais, je suis parti d'une ville, d'une famille. J'ai fait une espèce de fuite, en fait. Et le travail, la danse, est devenu vraiment ma vie entière. Je me dédie totalement à ça, en fait. Oui, mais tu n'es pas le seul. Enfin, excuse-moi de te dire... Oui. Mais il y en a plein qui sont aspirés par la danse et qui n'ont pas cet élan que tu peux avoir pour l'accueil de ton travail. Donc... J'imagine que tu apportes quelque chose il faudrait le qualifier, mais au paysage chorégraphique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu apportes ? Peut-être je ne sais pas trop. Tu sais pas, t'as réfléchi à ça, toi qui cherche, qui aime prendre du recul. Non, je cherche, mais peut-être je ne cherche pas trop à cet endroit-là parce que je me sens tellement en construction que je ne suis pas encore en train d'analyser les effets que ça fait ou les apports que ça génère. Je suis pas fou de rentrer dans une certaine histoire de la danse où j'ai envie d'assurer que je puisse travailler, que je puisse aller dans les studios, que je puisse rencontrer les étudiants.
Je pense que c'est juste une sphère du travail que je laisse peut-être venir de l'extérieur vers moi, que les gens me racontent, que la critique puisse en parler, que les amis puissent me dire, que les inconnus, que le public raconte, que les critiques. Moi, j'ai envie de... Je sais tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que j'ai envie d'apporter au public. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tu vois, toute la question de pouvoir changer en rapport au monde, en rapport à la sécurité, en désir de liberté. J'ai plein de projets, des objectifs quand je monte sur scène. J'ai beaucoup de choses à faire et à dire. Et tu le fais pas en tant qu'acteur de la danse contemporaine. C'est pas ça que tu portes en toi. En tout cas, déjà, j'ai du mal avec la danse contemporaine. je voudrais même vraiment m'émanciper de cette... Alors, qu'est-ce que tu aimerais me dire de la danse déjà, on pourrait parler de la danse parce que je pense que la danse contemporaine, tout de suite, je ressens un milieu très fermé, très méchant. Méchant, bah oui. Très méchant, très dans quelque chose d'enfermé sur des principes qu'il faut vérifier. Moins réceptif parfois. Si on parle par exemple de dramaturgie, il y a une idée de dramaturgie en danse contemporaine qui peut-être il n'y a pas dans d'autres types de danse. Alors que le public de la danse contemporaine, il veut voir si cette dramaturgie, elle se consolide à chaque spectacle, s'il y a une petite longueur, il y a un problème ici, il y a un problème là-bas, et tout de suite, c'est l'échec. La danse contemporaine, je pense qu'elle investit cette idée de réussite aussi. Et l'autre jour, je parlais à Napi et elle a dit une chose incroyable. Elle me disait, la réussite, elle va se casser la gueule, elle aussi. Et je trouvais ça tellement formidable comme phrase. Et là, j'ai rumine cette phrase parce que la danse contemporaine, elle instaure cette injonction de la réussite. Et déjà, j'ai pas envie de réussir. T'as envie de quoi ? J'ai envie de partager une idée, j'ai envie d'infecter, de contaminer le public qui vient me regarder avec des énergies qui sont les énergies de ce monde, qui puissent se réveiller une responsabilité, qui puissent se réveiller un amour pour l'autre en fait, pour l'étranger, pour le bizarre. Et encore une fois, qu'ils puissent se dire, mais mince, moi je deviens une frontière aussi en moi parce qu'il y a cet excès d'individualisation, cet excès d'identité dans lequel on vit aujourd'hui, qui interdit des processus d'identification où je peux voir, non mais attends, Dorothée me ressemble tellement pas, mais si je reste encore un peu ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut trouver entre nous qui peut dérailler une compréhension qu'on est en train de se produire l'un de l'autre et générer un autre type de voisinage, un autre type de communication, au lieu de répéter à nouveau le semblable et d'être dans une espèce de nausée fatigante de la vie qui appauvrit complètement la puissance de la vie. Et c'est ce que permet la danse ? Exactement, c'est ce que je crois. Mais le meilleur médium, le meilleur art pour véhiculer tout ça, pour être le véhicule de tout ce que tu es en train de dire là. Si c'est le meilleur, alors, parce qu'il faudrait analyser exactement. Ouais, là, on s'embarque dans un truc, mais... On s'en va parce que c'est pas si rapide que ça, non. Le meilleur et le pire, non, mais il faut voir en fait combien la danse se laisse pénétrer par le capital. C'est ça qui est dangereux dans la danse aussi, dans l'art. Où est-ce que le capital l'a pénétré partout. Donc, quelle partie exactement de la danse reste encore pour qu'elle puisse être la meilleure forme de générer cette subversion. Je reviens quand même sur ton rôle dans la danse, sur ces institutions. On parle quand même du besoin d'avoir une relève au niveau des acteurs de la chorégraphie. Est-ce que tu ressens faire partie de cette relève, de cette nouvelle génération qui apporte un nouvel élan à la création ? Encore une fois, je pense que ça a beaucoup à voir avec cette idée d'une extériorité, d'une compréhension du dehors. Mais est-ce que la danse a besoin de relève ou pas ? Est-ce qu'elle en a besoin de se réinventer ? Alors, je ne crois pas qu'il faut de la relève comme une manière d'enlever la place à ceux qui sont déjà là. Je pense qu'il faut des programmes politiques et culturels qui permettent que tout le monde puisse avoir une place. Au début, j'étais très associé à la jeune création, le jeune chorégraphe. Encore aujourd'hui, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va autoriser le passage du jeune au mur. Il y a peut-être un âge. Un âge, ou peut-être il y a un type d'association spécifique, un type de pièce aussi qui va dire « Ah ben là, il est plus jeune, dans cette pièce-là, ça se voit. » Ton costume peut-être. C'est ça. Donc, je
Je pense qu'on a toujours besoin de réinventer le médium, ça c'est sûr, et d'écouter les générations qui sont en train de venir. Mais c'est tellement écrasant aussi pour tout le monde qui est déjà là. Par exemple, je suis fasciné de Maggie Marin ou d'Ilia Rodriguez qui sont là depuis tellement longtemps et qui ne lâchent rien par rapport à la mode, par rapport à une espèce de conceptualisation des choses qu'il faut faire, qui restent dans leur recherche. Je trouve ça tellement beau, que ça soit bien, que ça soit pas bien, que j'aime moins ou plus. C'est tellement fascinant de sentir que cette génération elle est là et qu'elle continue de poser quelque chose. Ça m'a tellement inspiré. Donc je pense qu'il faut la transformation, mais pas forcément dans cette logique de la place. Parce qu'il n'y a plus de place à personne de toute façon. C'est tellement coincé là dans le monde. Là, les places, elles s'en vont. Il faut la prendre, sa place. Il faut la construire, il faut la négocier, il faut la partager. Et si on a une place, comme moi je sens que je peux avoir là une place parce que j'ai de l'espace pour travailler, il faut savoir le partager. Il faut juste être très responsable de ça. Si on est là à Paris en ce moment et on va jouer 10 dates dans 2 théâtres différents, c'est pas mon cas, hein, mais je vois pas mal de gens qui le font, il faut qu'au moment où on se dise qui est-ce qui n'est pas en train de jouer à ce moment-là? Comment je partage cette place-là? Parce que c'est un privilège énorme aujourd'hui, avec la quantité d'artistes qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à avoir sa place. Et c'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à accéder à cette place parce qu'il a tout un contrôle des frontières pour arriver à cette place. Toi, tu te sens porté par cette responsabilité? Je me sens absolument porté, je me sens même paniqué. Ça m'enlève beaucoup de plaisir et comme on parlait tout à l'heure, même peut-être de reconnaître un espace de confort, un espace de tranquillité là où je suis, parce que ça m'enlève cette tranquillité-là. Du fait de savoir que dans mon pays, il y a plein d'artistes qui sont en galère, qui m'écrivent pour savoir s'ils peuvent venir ici, comment travailler. Et parce qu'il y a un système, il y a un marché qui dit celui-là en ce moment il est plus important que l'autre, donc on va donner plus de visibilité à ça, il aura plus de presse, donc plus de dates, plus de tournées, tous les coproducteurs se penchent sur un projet, et donc la distribution, il y a quelque chose qu'il faut, comme on dit dans un trottoir, il faut battre les cartes, distribuer et redistribuer à tout le temps, et ça c'est une pensée écologique et écosystémique. Il faut que les producteurs, les programmateurs, les danseurs, les chorégraphes, les chercheurs, tout le monde se mobilise pour qu'on puisse transformer cette logique-là. Parce qu'on va se péter la gueule. Je suis absolument responsable de ça. J'essaye déjà de faire que Donna Volcan soit un collectif et que ce soit plusieurs personnes qui gèrent un projet pour que tout le monde puisse profiter de ces espaces d'apparition et que ça puisse faire émerger la pensée de toutes ces personnes-là. Pour ça, je garde une fidélité aussi. Je travaille j'essaie de garder les mêmes danseurs, j'invite d'autres danseurs parce qu'on commence à construire un réseau, une communauté pour partager ce pouvoir. Le pouvoir n'a pas de grâce, n'a pas d'intérêt. Il ne se transforme pas en puissance. Et la puissance, elle est du partage. Le pouvoir, il est du visible, il est de l'ego-domaine, il est de l'entre-soi. Mais si on le transforme en puissance, on arrive à faire une communauté. Alors justement, parle-nous de Métropole, ta dernière création. C'est la parfaite transition. Tu veux bien? Métropole, c'est une création avec Philippe Foch, un batteur, que j'ai invité à être au centre du plateau pour faire beaucoup de bruit. Un bruit qui pourrait être à la fois un bruit apocalyptique, mais surtout un bruit qui pourrait aussi évoquer les forces pour retarder le désastre et essayer d'éviter qu'on aille dans cette direction de la sécurité. Donc elle est justement un condensé, Métropole est un condensé de cette volonté de sécurité contredit par un désir de liberté et qui finit avec une critique modeste de cette tentation à la banalité, de cette tentation à la stupidité qui parfois la technologie, les réseaux sociaux, les danses telles qu'elles sont présentées sur les réseaux sociaux aussi peuvent produire. Donc elle est surtout elle a quelque chose aussi d'un petit opéra très pauvre, fait avec très peu de moyens, des moyens vraiment pas riches du tout, mais par l'agencement des médiums différentes entre le texte, la bande son, la batterie, un petit peu de décor, beaucoup de costumes, ça puisse adresser une critique à cet état des lieux qu'on a construit, notamment avec Philippe, mais aussi avec Ariadne Lasselle, avec Abigail Foller, avec Aliénor, toute l'équipe magnifique,
Hervé Charblanc, qui a permis en fait de dire il y a quelque chose qui va mal dans la circulation du corps. Donc comment on nous dit ça c'est le chemin approprié, ça c'est le chemin adéquat, il faut que tu passes par là pour arriver ici. Et on se laisse totalement emporter par cette circulation-là très écrasante que le pouvoir organise et qui finalement nous amène nulle part ou appauvrit totalement notre sensibilité et notre désir d'altérité aussi. Donc je pense que la métropole, elle est là pour détruire un peu cette tentation de l'ego, quoi. Et toi, t'aimerais aller où ? Je crois que j'aimerais rester ici. Là, dans cet instant ou... J'aimerais rester là où je suis, mais tout en faisant une grande transformation là où je suis. Parce à ton niveau. Ouais, à ce que je peux faire. Mais je crois que, pour moi, je sais pas si... Je pense que j'ai toujours eu une espèce de là-bas. Arrivé là-bas. Je crois qu'il n'y a ni point de départ, ni point d'arrivée. On est ici. C'est ici que les choses se passent. Je pense qu'il faut juste transformer la perception de cet ici et de le recomposer. Ça me va. Alors, et qu'est-ce que tu aimerais pour la danse et les danseurs, maintenant, là, si tu avais une baguette magique ? Une grande assemblée qu'on pourrait se réunir et faire un inventaire des choses insupportables qu'on traverse dans notre milieu, dans notre médium, et faire une liste d'insupportabilité pour ensuite faire une liste de marges de manœuvre, de manières d'attaquer, et qu'on pourrait peut-être arrêter cette espèce de fascination à construire d'autoportraits de soi-même tout le temps. Chaque artiste fait son autoportrait, c'est que génère une espèce d'ego énorme et que tout le monde est compatible avec ce schéma-là. Et qu'on puisse se dire, attends, est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'autres types de danses, d'autres types d'organisations sociales, défaire un tout petit peu ces espèces d'ego et rentrer dans la matière et changer le monde et s'adapter au changement du monde, parce que dans 10 ans, ça va être autre chose et ça va tellement vite. Est-ce qu'on pourrait se réunir déjà et faire autrement ? Toi, ça serait quoi la première action que tu mettrais en place si t'avais Ce serait ça, une assemblée pour lister les insupportables. Le premier insupportable que tu mettrais en haut de la liste, toi, ça serait quoi ? Ce serait déjà cette logique de la réussite. C'est-à-dire une pièce, il faut qu'elle réussisse et elle ne réussit que si elle a beaucoup de dates. Donc déjà cette logique... C'est ça qui caractérise la réussite, c'est le nombre de dates, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui les gens disent « Ah mais t'as beaucoup de dates, tu tournes partout. » Donc c'est-à-dire que c'est génial ce que tu fais. Déjà avant d'arriver à avoir une pièce, parce qu'elle a dit date, évidemment il faut que je l'aime. Non, je l'aime pas en fait, c'est pas ça qui est légitime, alors qu'il y a des pièces qui râlent, qui vont jouer dans un lieu où il n'y a aucune visibilité, où il y a très peu de public, et parfois c'est des merveilles. Et pourquoi il n'y a pas une manière de se dire, mais arrêtons tout, reconsidérons ce qui fait l'œuvre. Donc ce serait peut-être la deuxième chose. Qu'est-ce qui fait œuvre aujourd'hui ? Il y a un lien avec quoi ? Grâce à quoi ? À cause de quoi ? Repositionnons les principes qui disent qu'une œuvre devient un produit achetable et un produit reconnu. Quelles sont les modalités de reconnaissance d'une œuvre qui va de pair avec la reconnaissance d'un artiste ? Là, on pourrait en discuter des heures, mais ça ferait l'objet d'un deuxième podcast avec toi. Qu'est-ce qui fait œuvre aujourd'hui ? Je serais formidablement intéressée par ce sujet. Alors, est-ce que finalement, on est tous danseurs ? De quel type de danse dépend ? Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on se sent tous danseurs ? Je pense que si on sort de la danse contemporaine déjà, parce que les danseurs contemporains vont dire non, il faut être danseur contemporain pour être danseur. Mais je crois pas. Je pense que on peut danser. Je pense qu'on peut tous danser évidemment, mais c'est pas exactement. Par exemple, moi je vais à un club, je sors, je fais des fêtes de rue, je danse énormément et je vois totalement la différence entre la danse que je fais sur le plateau. Il y a une danse scénique, il y a une finalité, il y a un objectif. Il y a une partition, il y a un imaginaire à évoquer quand je monte sur un plateau que peut-être je n'ai pas du tout quand je suis un danseur dans une fête ou dans une danse sociale. Je m'abstrais totalement de cette fin. C'est plutôt un moyen. La danse devient un moyen. C'est juste un moyen, c'est juste un milieu. Donc dans ce sens-là, je pense qu'on peut tous danser, oui. Après, danser pour qui ? Danser comment ? Danser pour faire quoi ?
Ça, je pense que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et alors, une vie de danse de Volmir Cordero, c'est quoi en fait? Waouh. Une vie de danse, je crois que c'est une vie de déplacement. Je pense que c'est une vie avec plein de déplacements. Des changements de lieux, des déplacements des idées, des bascules des habitudes. C'est commencer justement là au sud du Brésil, d'être ici maintenant et de dire que je ne sais pas exactement où je peux être l'année prochaine. Et de sentir cette vulnérabilité qui est capable de basculer quelque chose qui peut s'apparenter déjà établi ou déjà rassuré. Non, peut-être que l'année prochaine, ça bascule encore. Laissez la place pour cette improvisation. Super. Alors pour conclure, on va faire un petit rapide jeu là. Non mais très vite. Un livre qu'il faut lire absolument. Le brutalisme. Le brutalisme. D'Achille Mbembe. Une musique là que tu écoutes en boucle en ce moment. J'écoute en boucle une musique de Caetano Veloso qui s'appelle Gil Gau. Gau Gil. Gau Gil. Une œuvre à voir. Je sais pas, elle n'est pas forcément dansée, mais quelque chose qui t'a bouleversé. Marcel Evelyn. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et alors on danse comment quand on est Volmir Cordero? On danse agité. Un grand merci. Merci infiniment Volmir pour ce moment avec toi. Merci Dorothée. C'était intense et j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci aussi. Ciao, ciao. 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 Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.